Sûr, il faut qu'il y ait deux États qui puissent vivre côte à côte et travailler ensemble en réalité. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Je pense que c'est aussi ce à quoi aspirent les Palestiniens. Ils se battent depuis des années pour avoir cet État palestinien. Et c'est ce que dit le droit international. Je crois qu'il est temps qu'on en revienne au droit international sur ce sujet. Alors Emmanuel Macron partage cette idée, mais il disait que c'était pas le moment. Vous dites aujourd'hui, là, alors que la trêve devrait entrer en vigueur, c'est le bon moment. C'est le bon moment et en réalité, ça aurait dû être fait avant. Mais sur ce dossier-là, M. Macron a dit tout et son contraire, puisque si on veut bien s'en souvenir, au tout début, après l'attaque du 7 octobre, M. Macron disait qu'il fallait faire une coalition internationale contre le terrorisme, comme on a fait contre Daesh, ce qui est une méconnaissance de la situation et une méconnaissance particulièrement du pouvoir en place en Israël, qui est un pouvoir d'extrême droite, il était évident que M. Netanyahou allait réagir d'une manière brutale, violente, et on l'a vu dans la bande de Gaza avec la mort de plus de 46 000 Palestiniens officiellement. Un tiers d'entre eux sont des enfants, et j'ai eu hier des chiffres qui m'ont beaucoup choqué, c'est que chez ces enfants, la moyenne d'âge des personnes qui se sont fait tuer, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'essentiellement, ce sont des très très petits enfants qui se sont fait tuer. Je pense que ce conflit, il touche à notre humanité. Il faudra faire toute la lumière sur... Bien sûr qu'il faut faire la lumière. Et ce conflit touche à notre humanité parce qu'il y a beaucoup de gens, dans beaucoup d'endroits, qui ont essayé de créer des oppositions, de dire que finalement une vie vaudrait plus qu'une autre. Tandis que nous, de notre côté, avec les Insoumis, nous avons défendu une idée simple qui est qu'une vie vaut une vie et qu'il faut revenir le plus rapidement possible au cessez-le-feu et si possible à la paix. Je dis si possible à la paix car il serait faux de dire qu'avant le 7 octobre c'était la paix. Une situation de colonisation, ça n'est pas la paix. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Antoine Léaumont, un intervenant éclairé, critique vigoureusement la politique israélienne et ses actions militaires à l'encontre de la Palestine, et ce, en dépit de la position plus modérée ou même complice de certaines figures politiques internationales. La violence et les violations répétées des droits humains par Israël, à travers ses bombardements incessants, ses destructions de maisons et ses privations de liberté, sont des actes qui ne peuvent être ignorés sous prétexte de sécurité nationale ou de guerre contre le terrorisme. Au-delà des discours politiques classiques, où l'on préfère souvent se cacher derrière des discours diplomatiques pour justifier l'indéfendable, Léaumont, dans ses prises de position, dénonce l'atrocité de ces actes. Il pointe également du doigt la responsabilité des grandes puissances occidentales, dont la France, qui, au lieu de prendre des mesures concrètes contre Israël, se contente d'un silence gêné ou d'une complicité implicite. Le cas de François Hollande, qui a choisi de ne pas censurer François Bayrou lorsqu'il évoquait la position française sur ce conflit, en est un exemple frappant. Le retrait de Hollande, son absence de prise de position claire sur la question de la Palestine, témoignent de cette diplomatie muette qui laisse Israël commettre ses crimes en toute impunité, tout en épargnant les discours de condamnation. Ce cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur ce matin à 7h30 entre donc le Hamas et Israël. Il est retardé pour des raisons techniques, dit le Hamas. Il n'a pas fourni la liste des personnes libérables, des otages, mais là, le Hamas fait savoir qu'il va incessamment donner les 3 noms des 3 femmes, en principe israéliennes, qui devraient être libérées cet après-midi. Vous êtes inquiet ou vous êtes plutôt optimiste face à ces déclarations ? Je reste inquiet de toute façon parce que ce cessez-le-feu, il est très fragile, tout le monde le sait. Il y a encore eu d'ailleurs des Palestiniens qui ont été assassinés dans ces derniers jours. Donc de part et d'autre, il y a des manières de faire qui peuvent être dangereuses. Néanmoins, c'est quand même un espoir, ce cessez-le-feu, qu'on puisse ensuite aboutir, je l'espère, à une situation de paix. Mais pour venir à une paix, il faudra de toute façon sortir de cette logique de colonisation par Israël. Vous avez toujours demandé cette solution à 2 États et notamment Oui. un État palestinien. Vous la redemandez ce sûr. matin sur ce plateau ? Bien sûr, il faut qu'il y ait deux États qui puissent vivre côte à côte et travailler ensemble en réalité. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Je pense que c'est aussi ce à quoi aspirent les Palestiniens. Ils se battent depuis des années pour avoir cet État palestinien. Et c'est ce que dit le droit international. Je crois qu'il est temps qu'on en revienne au droit international sur ce sujet. Alors Emmanuel Macron partage cette idée, mais il disait que c'était pas le moment. Vous dites aujourd'hui, là, alors que la trêve devrait entrer en vigueur, c'est le bon moment. C'est le bon moment et en réalité, ça aurait dû être fait avant. Mais sur ce dossier-là, M. Macron a dit tout et son contraire, puisque si on veut bien s'en souvenir, au tout début, après l'attaque du 7 octobre, M. Macron disait qu'il fallait faire une coalition internationale contre le terrorisme, comme on a fait contre Daesh, ce qui est une méconnaissance de la situation et une méconnaissance particulièrement
du pouvoir en place en Israël, qui est un pouvoir d'extrême droite, il était évident que M. Netanyahou allait réagir d'une manière brutale, violente, et on l'a vu dans la bande de Gaza avec la mort de plus de 46 000 Palestiniens officiellement. Un tiers d'entre eux sont des enfants, et j'ai eu hier des chiffres qui m'ont beaucoup choqué, c'est que chez ces enfants, la moyenne d'âge des personnes qui se sont fait tuer, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'essentiellement, ce sont des très très petits enfants qui se sont fait tuer. Je pense que ce conflit, il touche à notre humanité. Il faudra faire toute la lumière sur... Bien sûr qu'il faut faire la lumière. Et ce conflit touche à notre humanité parce qu'il y a beaucoup de gens, dans beaucoup d'endroits, qui ont essayé de créer des oppositions, de dire que finalement une vie vaudrait plus qu'une autre. Tandis que nous, de notre côté, avec les Insoumis, nous avons défendu une idée simple qui est qu'une vie vaut une vie et qu'il faut revenir le plus rapidement possible au cessez-le-feu et si possible à la paix. Je dis si possible à la paix car il serait faux de dire qu'avant le 7 octobre c'était la paix. Une situation de colonisation, ça n'est pas la paix. Et nous, ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il faut... écouter le droit international et aboutir le plus rapidement possible à cesser le feu, parce que ça veut dire, je vous l'ai dit, des enfants qui se font tuer. Et les enfants n'ont aucune responsabilité dans un conflit. On ne peut pas dire que des enfants de 2 ans ou de 1 an sont responsables, ni les enfants qui se font tuer en Palestine, ni ce petit bébé qui a été pris en otage. Tout ça, en fait, parle de notre humanité. Et nous, ce que nous avons essayé de défendre, justement, c'est une idée de cette humanité-là, avec un cessez-le-feu et avec, si possible, un retour à la paix. Mais je dis retour à la paix, mais en réalité, cette région n'a jamais été en paix. Retour en France à présent avec les socialistes qui n'ont pas censuré le gouvernement cette semaine de François Bayrou après le discours de politique générale. 8 députés socialistes seulement ont censuré. Est-ce que le PS, enfin le groupe PS, fait toujours partie de l'alliance avec le NFP ? Ils se sont mis à l'écart du nouveau Front populaire de fait, mais je constate quand même qu'à l'intérieur du nouveau Front populaire, on a donc les Insoumis, les communistes, les écologistes et 8 socialistes qui ont voté cette motion de censure. Et d'ailleurs, je trouve très courageux les 8 socialistes qui ont voté cette motion de censure parce qu'ils ont été fidèles à leurs électeurs plutôt qu'à une logique de groupe. Moi, je pense que ça a été la bonne démarche. Et par ailleurs, je ne comprends pas bien ce à quoi espèrent aboutir les socialistes. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous avons dans ce gouvernement M. Retailleau et M. Darmanin. M. Darmanin à la justice qui disait il y a quelque temps que le problème de la police, c'est la justice en manifestant avec Alliance. C'est quand même un peu spécial, vous en conviendrez. Je ne comprends pas que les socialistes ne censurent pas la démarche, on la comprend. On voit une grande interview de François Hollande ce matin dans la Tribune dimanche. Il dit que le PS est le pôle central de l'Assemblée nationale et qu'ils ont la clé jusqu'en 2027. Non. Alors, est-ce que c'est eux finalement qui actent la rupture, puisqu'on a l'impression qu'ils détiennent les clés et qu'ils vont continuer à les détenir et à conclure peut-être des accords avec le gouvernement? Je trouve ça très intéressant, parce que si on regarde bien ce que dit François Hollande, il dit « nous avons les clés pour 2027 ». Donc il est en train de parler jusqu'en 2027. Voilà, jusqu'en 2027. Il est en train de parler d'un objectif qui est une élection présidentielle. Pardon, mais les Français, ils s'en fichent à peu près maintenant de savoir l'élection présidentielle, qui sera le candidat du Parti socialiste. Ça n'est pas le sujet à l'heure actuelle des Français. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait des résultats concrets, d'abord sur les questions budgétaires, sur la question de la retraite. Et puis je pense que les Français, quand ils voient quelqu'un comme Manuel Valls au gouvernement, ça les agace un petit peu, parce que Manuel Valls, c'est une girouette, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est allé à Barcelone pour essayer de se faire élire. Il a dit, moi, la vie politique française, c'est fini pour moi. Une fois qu'il a perdu, il est revenu dans l'autre sens. Ensuite, il a essayé de gratter pour avoir un poste. Mais qu'est-ce qu'il fait là, François Hollande, avec cette interview, en fait selon vous? Justement, il est en train de dire que les raisons pour lesquelles le PS n'a pas voté la censure, ce sont des raisons politiciennes. Voilà, il fait une interview pour nous dire, ah bah voilà, le Parti socialiste a des clés pour 2027. Je sais pas bien où il pense qu'il a des clés, ou alors pour ouvrir quelle porte, j'ai pas bien compris exactement. Mais en réalité, ils se sont isolés à l'intérieur du nouveau Front lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut, à la rigueur, conclure un accord sur le budget. Avec le gouvernement. C'est ce qu'on comprend. Donc il veut co-gouverner. Donc ça veut dire qu'ils veulent encore faire céder le gouvernement sur un certain nombre de points, en plus de ce qu'ils ont déjà obtenu. On est d'accord que compte tenu de cette position-là, ça veut dire que François Hollande souhaite co-gouverner avec M. Macron. Mais en même temps, c'est pas très étonnant, si on veut bien réfléchir, puisque il y a 10 ans, François Hollande était président, en 2015, François Hollande était président de la République, Manuel Valls était Premier ministre et Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Et puis 10 ans plus tard, voici Emmanuel Macron qui est président de la République, Manuel Valls ministre et François Hollande député. Donc d'une certaine manière, on a l'impression que c'est le même tiercé, mais que c'est simplement l'ordre qui a changé. Dans le désordre.
Vraiment, je pense que cette manière de faire de la politique, cette manière politicienne d'envisager les choses, elle saoule les Français, pour dire les choses de manière très crue et très concrète. Les Français, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'augmentation de leur pouvoir d'achat et qu'on trouve des solutions sur la question de la retraite. Nous, sur la retraite, on a fait plein de propositions. Mais Il y en là, a qui quelques-unes. obtient, qui avance, qui Mais- propose, comme le dit Mais Olivier ils Faure. obtiennent rien. Là, il y a une réouverture des négociations sur les retraites. Il n'y a plus de tabou sur les 64 ans. C'est pas Et vrai. puis, il y a un certain nombre d'avancées sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, des remboursements de médicaments, de consultations. Tout ça, ce sont les Oui, mais 3 jours de précisément. carence dans la Alors, fonction publique. déjà, Ça, tout ce ça- sont des avancées obtenues par le PS. Mais non, parce que précisément, tout ça doit passer par le budget. Et dans le budget, il y aura plein de choses qui sont inacceptables pour des gens de gauche. Donc, quand ce gouvernement dit qu'il veut faire 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport à ce que disait M. Barnier, enfin, on rêve, je veux dire, les socialistes, ils ont censuré M. Barnier en décembre pour des raisons budgétaires. Et là, maintenant, on propose un budget qui est encore pire, encore moins de gauche, pour dire les choses de manière très simple. Et donc, là, ils vont pas le censurer. Tout ça n'a pas de sens, tout ça est incompréhensible. Et on est en train de perdre du temps parce que M. Bayrou n'apporte pas de stabilité. La prochaine fois qu'il va venir avec un budget, le plus probable est qu'il se fasse censurer. Et que les socialistes C'est pas ce drapent que dans semble une dire le forme- Parti socialiste. Alors, Ben, vous avez besoin des s'ils font- socialistes s'ils font et pas du ça- Rassemblement national pour pouvoir faire tomber le gouvernement. S'ils ne censurent pas la prochaine fois, alors là, ça voudra dire qu'ils sont entrés dans une logique de co-gouvernement qui est totale. Mais vous savez, Et là, ça veut dire que ce sera Monsieur Faure. définitivement fini avec le NFP? mais non, mais en fait, c'est fini avec la partie des socialistes qui n'a pas voté la censure. Ah, c'est déjà fini Mais pour vous. ils se mettent à l'écart du reste du nouveau Front populaire. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on avance avec ceux qui sont cohérents sur un programme, sur une stratégie politique, et puis qu'on propose lors des prochaines élections, puisqu'il y en aura de toute façon, qu'on propose un programme et une coalition cohérente. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui un coup disent oui et un coup disent non. Monsieur Faure, il disait en août dernier, il disait que Monsieur Macron proposerait tout et n'importe quoi, et il disait la seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce projet. Enfin, c'est lui qui vient de lui offrir le scalp du nouveau Front populaire, pense-t-il, sur un plateau en allant Finalement, c'est avec Monsieur C'est Macron. une victoire Mais d'Emmanuel Macron, alors. je voudrais pas quand... Monsieur Macron, depuis le début, il cherche à se débarrasser de la gauche. Quand il a dissous l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il pensait que, comme on n'était pas ensemble aux élections européennes, nous n'arriverions Il a pas à nous réussi mettre à vous d'accord. diviser. C'est les socialistes qui ont donné ce point à Monsieur Macron. Moi, je continue à dire qu'il faut que nous soyons cohérents, que nous ayons une cohérence d'ensemble. Mais je voudrais pas qu'on oublie le Rassemblement national. Parce qu'il y en a quand même qui s'en tirent bien dans cette histoire. Le Rassemblement national, en décembre, ils ont censuré le gouvernement de M. Barnier pour des questions budgétaires. Et les voici maintenant qui permettent à M. Valls, à Mme Berger et à toute cette clique-là de continuer leur politique en l'aggravant. Vous déposerez une motion de censure, du coup, sur le budget? De toute façon, si je comprends bien, ils veulent faire un 49-3. Donc s'ils font un 49-3, il y aura une motion de censure. Et s'ils ne font pas de 49-3, eh bien c'est l'Assemblée nationale qui s'exprimera. Si l'Assemblée nationale vote favorablement au budget du gouvernement, ce dont je doute, voyez-vous, eh bien ce budget passera. Et si l'Assemblée nationale vote contre, ce budget passera pas. Mais par ailleurs, je voudrais rappeler quand même que sur la partie recettes du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, il avait été adopté. On avait voté, on avait déposé des amendements, et puis on avait adopté la partie recettes du budget de la Sécurité sociale. On avait fait quoi avec le nouveau Front populaire? 20 milliards de recettes supplémentaires. Ça voulait dire que le budget de la Sécurité sociale était excédentaire de 5 milliards d'euros. Ce qui nous aurait permis ensuite de faire de la redistribution et d'augmenter les moyens dans le secteur de la santé. Vous voyez, les gens qui sont responsables, c'est plutôt nous en réalité. On utilise l'Assemblée nationale pour déposer des choses qui s'appellent des amendements. On essaye de faire adopter des budgets par des voies démocratiques. Et ceux qui sont dans une logique autoritaire, ce sont les macronistes malheureusement. François Hollande parle d'irrespect, de logique irrespectueuse de la part de Jean-Luc Mélenchon et du NFP, une position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du NFP. Et puis il fustige aussi Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Madame Irma avec ses prophéties qui ne se réalisent jamais. Il annonce la chute du gouvernement sur le budget, ça n'arrivera pas. Vraiment, donner du crédit à François Hollande, qui était une personne qui a été incapable de se représenter à l'élection présidentielle en 2017, tellement il était détesté par le peuple français, je pense que c'est prendre les Français pour des gens qui ont une mémoire de poisson rouge. Parce que vraiment, ce monsieur a réussi à rentrer par la porte du NFP en se faisant désigner comme candidat socialiste en Corrèze. Sauf que le nouveau Front populaire et la NUPES, avant qu'il l'a précédé, c'était une logique précisément de rupture avec le hollandisme.
C'est une rupture avec ce qui a Donc été il fait. n'aurait jamais dû être dans cette alliance. C'est-à-dire les Il socialistes. n'a pas sa place. Les François socialistes, mais non, mais enfin François Hollande, mais regardez, à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y a des débats, les gens nous disent ah mais oui, mais ça c'est la politique de François Hollande. Regardez, le nouveau Front populaire, c'est de votre faute. Mais pardon, mais moi j'ai rien à voir avec Monsieur Hollande. Moi j'ai combattu Monsieur Hollande. Moi quand Monsieur Hollande était président de la République, c'est la première fois que j'ai pris des gaz lacrymogènes dans la rue parce que son ministre Monsieur Valls nous envoyait des lacrymos sur la loi El Khomri, si on veut s'en souvenir. Moi j'ai toujours combattu Monsieur Hollande. Merci. Je ne le considère pas comme faisant partie directement d'une famille politique qui propose le partage de la richesse. Voilà. Merci Antoine Léaumont d'avoir été... En conclusion, il devient impératif d'adopter une posture plus consciente et plus critique face à la situation actuelle, non seulement en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, mais aussi en regard de la responsabilité des gouvernements occidentaux, dont la France, dans le soutien tacite ou explicite aux crimes commis par Israël. En effet, il est facile de se laisser emporter par des discours lénifiants ou de se réfugier dans une neutralité qui, loin de protéger la paix, contribue à l'aggravation du mal. L'indifférence et l'inaction, bien souvent dissimulées derrière des justifications diplomatiques ou des préoccupations géopolitiques, ne font que renforcer l'impunité d'un État qui persiste dans ses actes de violence contre des civils innocents. Antoine Léaumont, dans sa prise de parole, met en lumière cette réalité cruelle, cette souffrance qui, bien qu'éloignée de notre quotidien, continue d'être vécue par des milliers de personnes chaque jour. Le silence des puissances mondiales n'est pas une simple omission, il est un acte en soi, un choix politique qui privilégie des intérêts stratégiques à la dignité humaine. Face à cela, il ne suffit plus de rester spectateur, il devient essentiel de s'engager, de défendre les droits humains au-delà des considérations géopolitiques. Le monde ne peut plus ignorer la souffrance du peuple palestinien, ni tolérer que l'on ferme les yeux sur les crimes de guerre répétés qui sont commis. Nous avons tous la responsabilité de ne pas laisser ces injustices se perpétuer, de faire entendre notre voix et de soutenir ceux qui osent prendre position pour un monde plus juste. En ce sens, la critique des politiques israéliennes et l'appel à un changement de paradigme ne sont pas seulement des actes de solidarité envers la Palestine, mais des engagements pour une humanité plus équitable, plus solidaire. L'histoire nous jugera, non seulement pour nos réussites, mais aussi pour notre capacité à réagir face à l'injustice. Refuser cette réalité, c'est accepter la complicité. La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir de quel côté de l'histoire nous voulons nous positionner.